Le 31 août 2010, aux abords de Lake Crystal, dans le Minnesota. Il fait encore nuit et on est juste avant 4 heures du matin. Ce moment bizarre où tout le monde dort, où même les maisons ont l'air d'être en veille. Et là, les forces de l'ordre reçoivent un appel d'urgence venant d'une résidence privée. Les patrouilles arrivent dans cette lumière grise d'avant l'aube, celle qui rend tout plus froid, plus inquiétant. Elles entrent. Direction la chambre. Sur le lit, elles trouvent James Nibby, 26 ans, le propriétaire. Mort. Une balle. Enfin, une décharge. En pleine tête. Dans la maison, il n'y a qu'une autre personne, sa femme, Jennifer Nibby. Elle raconte aux policiers qu'un homme inconnu aurait forcé l'entrée. L'arme, un fusil de chasse calibre 20. Et ce fusil est retrouvé pas loin. Sauf que, il appartient à Jennifer. Et là, elle sort une explication qui, sur le papier, a l'air simple. La veille au soir, elle aurait fait du tir dans le jardin, puis elle aurait laissé le fusil dehors, dans l'arrière-cour. Et selon elle, l'intrus l'aurait ramassé puis s'en serait servi. Jennifer a aussi des coupures sur les jambes. Elle affirme que ses blessures viennent d'une lutte violente avec le suspect. Elle insiste, tout a été soudain, imprévisible, brutal. Une intrusion éclair, une attaque surprise. Sur le moment, les policiers prennent note. Les techniciens de scène de crime commencent à travailler autour de la maison, à observer le périmètre, à chercher un chemin d'entrée, un indice, une trace. Et c'est là que l'histoire commence à sentir le théâtre. Parce que cette nuit-là, il a plu fort. Une pluie lourde continue. De celle qui transforme un jardin en marécage et la terre en boue épaisse, collante, bien grasse. Tu sors 2 minutes, tu reviens avec des semelles qui racontent ta vie sur le sol. Sauf qu'à l'intérieur, sur les moquettes claires, les enquêteurs ne trouvent pas une seule trace de boue. Pas une empreinte, pas un pas hésitant, pas un petit morceau de terre humide au bord d'une plainte. Rien. Le sol est propre, trop propre, et la chambre, presque intacte, virtuellement rangée. Pas de meubles renversés, pas de table de nuit bousculée, pas d'objets fragiles tombés, alors elle vient de décrire une confrontation féroce. Tu vois le problème? Quand quelqu'un se bat vraiment, ça se voit, ça laisse des preuves partout. Une lutte, ce n'est pas discret. Une lutte, c'est bruyant, c'est chaotique, ça bouge, ça marque. Là, on a surtout l'impression que tout a été raconté avec beaucoup d'énergie, mais que la scène, elle, n'a pas reçu le mémo. Les enquêteurs vont plus loin. Ils examinent les blessures de Jennifer. Elle les montre comme si c'était la signature de l'agression. Regardez, j'ai combattu. Sauf que l'examen initial du médecin légiste tombe comme une douche froide. Les coupures sont linéaires, régulières, faites avec une pression uniforme. En gros, trop propre. En sciences forensiques, ce type de marque est souvent classé comme des marques d'hésitation. Des blessures qu'on retrouve typiquement dans des gestes auto-infligés. Pas dans une bagarre panique où les mouvements partent dans tous les sens et où la profondeur varie, parce que tu te défends, tu glisses, tu paniques, tu luttes pour ta vie. Là, la précision suggère autre chose, un geste maîtrisé, calculé. Et un autre détail pique les yeux. Jennifer n'a pas de blessure de défense sur les bras. Normalement, quand quelqu'un tente de bloquer une arme, de repousser, de se protéger, on voit des marques sur les avant-bras, les mains, parfois les épaules. Là, rien de ce genre. Dans la chambre, toujours pas de signe d'altercation. Et puis, la position de James sur le lit raconte elle aussi une histoire. Son corps indique
qu'il dormait profondément au moment du tir. Sa posture est naturelle, sans réaction de défense. Pas le corps d'un homme qui s'est réveillé en sursaut, qui a lutté, qui s'est débattu. Non. Plutôt quelqu'un qui n'a même pas eu le luxe de comprendre ce qui se passait. Les analyses balistiques, elles, enfoncent le clou. Le canon du fusil a été pressé directement contre la tête de James. Pressé, collé, ça élimine quasiment l'hypothèse de l'accident pendant une lutte. Parce qu'un tir accidentel dans une bagarre, ça peut arriver. Mais un canon plaqué contre la tête d'un homme endormi, là, on n'est plus dans l'accident. On est dans l'intention. Et le détail le plus cruel, c'est que la météo elle-même devient témoin. La pluie a transformé l'extérieur en boue. Les enquêteurs déterminent que n'importe qui entrant depuis dehors aurait forcément ramené cette boue sur la moquette claire. Forcément. Mais à l'intérieur, tout est impeccable. Zéro empreinte, zéro humidité, ni près de l'entrée, ni autour de la zone du tir. Même le fusil, censé avoir passé la nuit dehors sous la pluie, est retrouvé complètement sec, à l'extérieur comme à l'intérieur. Alors là, comment te dire? Soit cet intrus a réussi un exploit. Traverser de la boue comme un fantôme, ne pas laisser une trace, ne pas déplacer un objet et prendre le temps de sécher soigneusement un fusil trempé avant de tuer un homme endormi. Soit l'intrus n'a jamais existé. Et tu devines vers quelle conclusion les enquêteurs ont penché. La logique est froide, mais elle est nette. La scène a été mise en scène. Le cambriolage, le combat, l'irruption soudaine, tout ça ressemble à un décor monté par quelqu'un qui était déjà à l'intérieur. Et c'est ça qui rend l'affaire aussi glaçante. Pas juste un meurtre avec scénario, avec accessoires, avec blessures, preuves, une narration prête à l'emploi, et avant même d'en arriver là. Il y a l'histoire de ce couple, parce que rien ne tombe du ciel sans contexte, même quand on essaie de te vendre un inconnu sorti de nulle part. L'histoire commence 3 ans avant le tir. James Mervyn Nibby, Jim pour ses proches, est né le 30 octobre 1983. Il a grandi dans une communauté rurale du Minnesota, à Vernon Center. D'après les dossiers scolaires, il a obtenu son diplôme en 2002 à Welcome Memorial High School. Ceux qui l'ont connu le décrivaient comme un gars du coin, intégré, actif, un passionné de chasse, membre de groupes locaux comme Ducks Unlimited et le Garden City Club. Il bossait dans le bâtiment, dans le contracting, un métier concret, les mains dans le réel, un type enraciné. Jennifer Gilman, elle, avait 6 ans de plus que lui. Et là, on est au tout début de l'histoire. Mais déjà, tu sens que ce n'est pas juste un home invasion au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que quand la scène te ment, c'est rarement pour une petite raison. Et je te le dis franchement, dans le true crime, il y a un truc qui revient souvent. Les intrus mystérieux, sans traces, sans empreinte, sans boue, sans ADN. C'est un personnage très pratique. Ça évite d'avoir à regarder la vérité en face. Ça permet de dire « ce n'était pas moi, c'était le hasard, c'était le mal qui est entré ». Sauf que le mal, très souvent, il avait déjà les clés. La suite, c'est l'autopsie du couple, pas seulement du corps, du mariage, des tensions, des incohérences, des failles. Et surtout, de ce qui a pu transformer une maison tranquille du Minnesota en scène de crime parfaitement trop propre. Parce qu'ici, le débat reste ouvert sur un point. Est-ce que tout a été construit dans la panique, au dernier moment,
Ou est-ce que ça a été pensé depuis longtemps, froidement, comme une répétition mentale devenue réalité? Et ça, c'est le genre de question qui fait peur. Parce que si c'est la deuxième option, alors ce n'est plus un craquage, c'est une décision. Et ça, c'est encore plus difficile à avaler. Les dossiers de l'affaire ont raconté un détail qui, au début, a presque fait admirer Jennifer, avant de tout faire basculer. À 16 ans, elle avait déjà eu un enfant, mère célibataire, très tôt. Et malgré ce poids-là, elle avait terminé ses études, puis elle s'était construite une vraie carrière, infirmière diplômée, enregistrée, le métier sérieux, le métier où tu tiens des vies entre tes mains. Et puis, en 2007, leurs routes s'étaient croisées d'une manière étrange, presque scénaristique. James aidait un ami qui avait eu besoin de soins médicaux, et Jennifer était justement l'infirmière de service. Et d'après ceux qui les avaient vus de près, ils avaient accroché vite. Ils avaient partagé la même passion. L'extérieur, la chasse, ce côté on respire loin des gens. James, lui, avait même fait un truc que certains trouvent mignon et que d'autres trouvent un peu trop symbolique. Il n'avait demandé Jennifer en mariage qu'après avoir eu l'accord du fils adolescent de Jennifer. Comme si, déjà, il voulait prouver qu'il n'allait pas juste épouser une femme, mais entrer dans une petite équipe. Il s'était marié en mai 2008, et pour les habitants du comté de Blue Earth, ils avaient donné l'image parfaite. Le couple modèle, uni par des intérêts communs, en train de construire une vie stable, tranquille, propre, James avait été décrit comme un mari dévoué, attentif, prêt à soutenir les passions de sa femme. D'ailleurs, l'été 2010, quelques semaines seulement avant sa mort, il lui avait acheté un nouveau fusil de chasse. Un cadeau, un geste de soutien, presque un « je te vois », « je t'encourage »,« je suis avec toi ». Ironie noire, le cadeau d'amour s'était retrouvé au centre du dossier de meurtre. Comme si, dans certaines histoires, même les preuves avaient le sens du sarcasme. À l'extérieur, la maison Nibi avait l'air solide. Mais derrière la façade, il y avait des tensions financières et personnelles qui grossissaient sans que les voisins et même les parents de James ne réalisent vraiment ce qui se passait. Quand l'enquête a avancé, les détectives ont fait ce que les enquêteurs font toujours quand l'intrus fantôme ne tient pas debout. Ils ont regardé l'argent, les comptes, les relevés, et ce qu'ils ont découvert a été brutal. Le budget du foyer était au bord de l'explosion. Jennifer, qui travaillait sur 2 postes d'infirmière, était clairement le pilier financier. James, lui, était apprenti électricien, et son revenu était bien plus bas que celui de sa femme. Les relevés bancaires saisis ont montré une dette lourde. Ils avaient pris une 2e hypothèque. Les cartes de crédit avaient grimpé à des niveaux critiques et des proches ont expliqué plus tard aux enquêteurs que Jennifer avait exprimé ouvertement sa frustration. Elle en avait eu marre de porter la charge financière toute seule. Elle s'était habituée à un certain niveau de vie, et ce niveau, petit à petit, lui avait glissé entre les doigts pendant que les dépenses s'accumulaient. Selon la théorie de l'accusation, l'argent avait servi de détonateur à un conflit de fonds déjà installé. James aurait tenté de calmer la situation avec des gestes affectueux, avec du soutien, avec des cadeaux. Mais la pression financière, elle, ne s'était pas calmée. Elle avait empiré. Et les enquêteurs ont conclu que ce n'était pas juste un couple qui galère comme tout le monde.
Non. Les chiffres montraient autre chose. Les dossiers financiers faisaient apparaître des sommes importantes et surtout des mouvements d'argent dont James n'aurait probablement pas pu retracer l'origine. Jennifer gardait la main sur la majorité des comptes. Elle contrôlait, elle gérait et surtout, elle pouvait cacher l'ampleur réelle de la crise. À l'été 2010, la tension dans la maison avait atteint un point de rupture. James, lui, planifiait des futurs voyages de chasse, essayait de s'accrocher à une normalité, comme si le simple fait d'organiser le prochain week-end pouvait empêcher la réalité de s'effondrer. Jennifer, en revanche, cherchait des solutions qui dépassaient les limites, disons, légales. Et là, l'affaire a pris un virage très sombre quand les enquêteurs ont commencé à regarder de près la vie professionnelle de Jennifer, parce que en tant qu'infirmière, elle avait accès directement à des médicaments sous prescription. Et selon les résultats d'un examen interne, puis ses propres aveux plus tard, Jennifer était en train de lutter, ou plutôt de sombrer, dans une dépendance sévère aux antidouleurs sur ordonnance. Elle avait pris des pilules à des patients. Elle avait falsifié des formulaires. Elle avait obtenu des opioïdes de manière systématique. Les enquêteurs ont établi qu'au moment du crime, sa consommation avait atteint un niveau catastrophique. Pendant un interrogatoire, elle avait admis avaler entre 100 et 180 pilules par jour. 100 à 180. C'est un chiffre qui ne ressemble même plus à une addiction classique. C'est un engrenage, une prison chimique et surtout une facture monstrueuse. Et soudain, la dette, les comptes vidés, les cartes de crédit étouffantes, tout a commencé à avoir une explication claire. Il fallait des ressources énormes pour soutenir un tel rythme. James, d'après ce que l'enquête a suggéré, n'aurait pas pleinement compris la vraie source de l'effondrement financier. Il aurait mis ça sur la vie qui coûte cher, sur des pressions économiques générales, sur les dépenses qui montent. Pendant ce temps, Jennifer vivait une double vie, infirmière propre en journée et femme consumée par une dépendance la nuit. Et pour cacher ça à son mari et à ses collègues, elle devait être extrêmement prudente, ce qui augmentait encore plus son stress, sa paranoïa, sa pression. Selon l'accusation, le besoin d'argent pour nourrir l'addiction et la peur d'être exposée professionnellement ont posé le décor mental d'une décision fatale. Et là, on revient au cœur du dossier. L'absence totale de traces d'un intrus dans la maison. D'un coup, ça n'était plus juste bizarre. Ça devenait logique dans la théorie des enquêteurs. Le conflit principal n'était pas en train de se dérouler dehors, dans le jardin boueux. Il se déroulait dans la tête de quelqu'un qui avait un accès direct à des substances puissantes et dont la vie entière risquait d'exploser si la vérité sortait. En parallèle de la science forensique, les enquêteurs ont aussi fouillé le quotidien intime de Jennifer. Et ils ont trouvé quelque chose qui, en true crime, est souvent un morceau de verre dans le puzzle. Ses écrits. Lors de la perquisition, ils ont découvert son journal intime. Et d'après les entrées qui ont été lues plus tard au tribunal, Jennifer y décrivait un côté caché de sa vie, un côté que James ne connaissait pas. Dans ces pages, elle avouait une relation intime avec un autre homme. Elle disait que James était quelqu'un de bien, mais elle faisait comprendre clairement qu'elle ne voulait plus rester mariée.
L'analyse de son téléphone et de ses messages a confirmé que, bien avant le drame, elle échangeait des messages explicites et des photos avec un homme extérieur au couple. Et après les funérailles, la police l'a mise sous surveillance. Les rapports opérationnels ont indiqué qu'elle avait été observée en train d'entrer dans l'appartement de ce prétendu partenaire peu de temps après la mort de son mari. Alors là, tu vois comment tout s'imbrique, les finances, l'addiction, le risque professionnel, la double vie, la liaison. Et au milieu de tout ça, un homme qui dormait, qui pensait préparer des voyages de chasse, qui croyait encore à une forme de normalité. Et je vais te laisser volontairement avec cette zone grise, parce que c'est là que l'affaire devient vraiment dérangeante. Est-ce qu'on parle d'une femme qui a été acculée par ses mensonges et sa dépendance, ou d'une femme qui a commencé à voir son mari comme un obstacle concret, financier, personnel et même logistique à sa fuite? Parce que dans ce genre de dossier, il y a une différence énorme entre « j'ai paniqué » et « j'ai choisi ». Et ce qui va compter ensuite, c'est de comprendre à quel moment Jennifer a franchi la ligne dans sa tête, avant même que le fusil ne parle. En juin 2010, un détail a fait tiquer les enquêteurs. 2 mois avant la mort de James, Jennifer avait souscrit une assurance vie à son nom pour 250 000 $ et elle en était l'unique bénéficiaire. Pris isolément, ça aurait pu passer pour une précaution. Sauf que le timing a coïncidé avec une période de dette écrasante, de seconde hypothèque, de carte de crédit au bord de l'asphyxie et avec l'aggravation de sa dépendance aux médicaments. Pour les détectives, l'idée d'un intrus a commencé à s'écrouler au profit d'un mobile financier. Après le drame, son comportement a renforcé les soupçons. Selon des rapports internes, elle a appelé l'assurance dès le lendemain pour demander la procédure et le délai de versement, alors que James attendait encore l'autopsie. La famille a aussi raconté un conflit violent autour des funérailles. Les parents voulaient l'enterrer sur une parcelle familiale à Vernon Center, mais Jennifer a refusé et a imposé un autre cimetière au nom de son droit de décision. Ils ont également affirmé qu'elle n'avait pas voulu leur rendre plusieurs objets personnels de James. Pendant la cérémonie, des témoins l'ont décrite comme distante, sans larmes, et même si chacun vit le choc différemment, c'est l'ensemble, le contrôle, le calme et la priorité donnée aux décisions et à l'argent qui a marqué. Début septembre 2010, le shérif du comté de Blue Earth est passé à l'arrestation car la thèse de l'attaque extérieure était devenue intenable. En détention, Jennifer a commencé à faire des aveux. Elle a reconnu une dépendance sévère aux antidouleurs, disant avoir consommé entre 100 et 180 pilules par jour, et elle a expliqué des vols de médicaments et des falsifications de prescriptions, ce qui a éclairé la catastrophe financière. Puis, elle a retiré son histoire de cambriolage. Elle a admis qu'il n'y avait eu aucun inconnu, qu'elle avait tiré elle-même dans la tête de James pendant qu'il dormait, et que les coupures sur ses jambes, ainsi que le désordre dans la chambre, avaient été mises en scène. La défense a tenté d'installer l'idée d'une instabilité mentale. Jennifer a parlé de voix qui lui auraient dit d'agir, et ses avocats ont demandé une évaluation psychiatrique. Mais les experts indépendants désignés par le tribunal ont conclu qu'elle était légalement compétente, en soulignant le caractère méthodique de ce qui avait suivi. Nettoyage, blessures auto-infligées, placement de l'arme, mise en scène cohérente avec une histoire fabriquée.
Sur cette base, elle a été inculpée pour meurtre avec préméditation au premier degré et la piste de la folie temporaire a quasiment perdu tout poids. Au procès, la défense a ensuite essayé de présenter le tir comme une réaction à une agression supposée, en parlant de stress post-traumatique, mais l'accusation s'est appuyée sur des éléments contraires, comme les écrits de Jennifer décrivant James positivement et l'absence de plainte ou signalement antérieur. Enfin, la défense a tenté de créer le doute avec un test VIH post-mortem préliminaire réactif en insinuant une vie secrète, mais l'accusation a fait intervenir des experts pour expliquer la possibilité de faux positifs après un décès. Au final, le cœur brut du dossier est resté le même. James a été tué dans son sommeil, la scène a été maquillée, et l'assurance a reçu un appel dès le lendemain pour parler du versement. Et la question qui dérange, celle qui plane sur toute l'affaire, est restée ouverte. Est-ce qu'elle s'est effondrée sous le poids de l'addiction et du mensonge ? Ou est-ce qu'elle a gardé assez de lucidité pour transformer une tragédie en plan de survie financière ? Les experts en virologie ont recadré un point que beaucoup ignorent. Les dépistages VIH réalisés à la morgue, surtout au tout début, peuvent ressortir réactifs sans être fiables. Après la mort, la dégradation des tissus peut perturber les analyses. Des réactions croisées peuvent survenir, notamment avec le virus d'Epstein-Barr, et parfois après certaines vaccinations comme celle contre la grippe. Et surtout, ces tests servent d'abord à protéger le personnel, pas à poser un diagnostic définitif. L'accusation a répondu de façon nette. 2 mois avant sa mort, en juin 2010, James avait passé un examen complet pour l'assurance vie et son test VIH était négatif. Le parquet a soutenu que Jennifer connaissait ce résultat et que ressortir l'idée d'une maladie au procès relevait moins d'une piste que d'une tentative de salir la mémoire du défunt quand le dossier de la défense se fragilisait. Une nouvelle évaluation psychiatrique demandée par l'État a confirmé la conclusion centrale. Jennifer était légalement responsable. Sa capacité à se faire des blessures contrôlées et à mettre en scène la chambre méthodiquement contredisait l'idée d'un craquage incontrôlable. Le tribunal a retenu une lecture froide, des actes calculés avec un moteur financier. L'accusation a ensuite reconstruit la nuit du 31 août 2010 comme un enchaînement mécanique. Vers 4 heures du matin, Jennifer a pris le fusil calibre 20 offert par James, est entrée dans la chambre et a tiré à très courte distance pendant qu'il dormait. L'autopsie et les projections de sang ont soutenu cette thèse, tout comme l'absence de signes de défense, et la mort a été instantanée. Puis elle a enchaîné. Elle s'est infligé des entailles parallèles sur les jambes pour simuler une lutte. Elle a déplacé quelques objets pour fabriquer un chaos de décor. Elle a ensuite placé le fusil dehors, dans une zone protégée de la pluie, pour coller à son récit. Et comme il pleuvait et que la boue aurait dû trahir toute intrusion, elle a nettoyé et essuyé méthodiquement l'intérieur pour éviter toute trace sur la moquette claire. Une fois la scène alignée, elle a appelé les secours. Les enquêteurs ont estimé que tout pouvait tenir en une vingtaine de minutes, cohérent avec l'écart entre l'heure du tir et l'appel au 911. En juillet 2012, presque 2 ans après, le procès est arrivé à sa phase finale et le parquet a proposé un accord
pour éviter un long bras de fer et l'incertitude d'un jury face aux arguments de violence conjugale évoqués par la défense. La charge a été réduite à un meurtre au 2e degré. Jennifer a accepté l'accord et a reconnu avoir tué son mari. Elle a été condamnée à 25 ans de prison avec une éligibilité à une libération sous supervision après 2/3 de peine, soit 15 ans. Le tribunal a aussi ordonné que tout revenu en détention serve à rembourser les frais d'enterrement, au-delà de 11 000 $. La famille a décrit une absence de remords, la sœur de James affirmant qu'elle ne semblait réagir émotionnellement que lorsqu'on parlait de sa propre peine. Et, selon ce qui est rapporté, aucun paiement n'aurait été versé à la famille depuis le compte détenu, ce qui a alimenté le débat. Impossibilité réelle ou dernier acte de contrôle. Après le verdict, le conflit n'a pas cessé. Le père de James, brisé par la perte et les batailles autour des biens, des objets personnels et de la sépulture, est décédé en septembre 2011. Même ensuite, la famille a dû mener des démarches auprès du cimetière, Jennifer ayant bloqué la possibilité de réunir père et fils sur la parcelle familiale. Ils ont fini par être enterrés côte à côte après une requête et des procédures prolongées. Le volet bien a traîné pendant des années. Ce n'est qu'en 2022 que les proches ont récupéré le livre d'or des funérailles, conservé à la demande de Jennifer, symbole minuscule mais parlant de la logique de contrôle dans cette affaire. L'affaire a aussi eu une portée plus large. La famille Nibby a poussé à une réforme connue comme James's Law, visant à empêcher qu'un conjoint condamné pour avoir tué son partenaire puisse ensuite contrôler la succession, les biens ou bloquer la remise d'objets personnels à la famille survivante. Et pour que James ne reste pas un simple nom de dossier, une bourse commémorative a été créée. L'Outstanding Character Award, attribué chaque année à Welcome Memorial High School. Enfin, selon les registres officiels, Jennifer devrait devenir éligible à un examen pour une libération sous supervision en août 2027 à 50 ans. La famille continue de soutenir que l'absence de restitution financière et l'absence de remords exprimés rendent l'idée d'une sortie anticipée moralement insupportable. Et c'est là que le dossier se referme rarement vraiment. La peine est fixée, mais la question de ce qui suffit pour mériter une seconde chance reste une plaie ouverte.